je vais laisser la parole à Antoine Bayeux, qui est effectivement le président de l'Institut d'études européennes de l'Université Saint-Louis, pour qu'il vous entre davantage dans le vif du sujet de cette soirée. Je vous souhaite une excellente soirée et vous félicite très, très chaleureusement. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ce soir pour introduire l'événement à la fois solennel, le recteur l'a dit, intellectuel et convivial qui s'ouvre à nous. Solennel parce que cette soirée marque tout à la fois le lancement de l'année académique 22-23, on est un peu en retard, rassurez-vous, on n'a pas attendu cette date pour commencer les cours, et la clôture de l'année académique 21-22, clôture en beauté, sous la forme d'une remise de diplôme digne des plus prestigieux collèges américains, avec musique d'entrée, on l'a entendu, Rocky, lancer de toques, bref, tout le décorum nécessaire à la réalisation des plus beaux clichés destinés à embellir vos pages Instagram et LinkedIn. Solennelle, cette soirée elle est aussi d'une certaine manière parce qu'elle est la dernière co-organisée par nos deux universités. Dès l'année prochaine, en effet, en principe, la fusion entre Saint-Louis et l'UC Louvain aboutira à placer les masters en études européennes dans le giron d'une UC Louvain élargie. Et si les équipes actuellement en place continueront d'œuvrer ensemble à l'organisation de ces masters, l'opération ne sera pour autant pas purement cosmétique. Nous avons des projets pédagogiques plein les cartons et sommes convaincus que la fusion nous donnera les ressources pour les mener à bien dans le cadre d'un redéploiement et d'une visibilisation des études européennes au sein d'une UC Louvain 2.0, solidement ancrée dans la capitale de l'Europe. J'en arrive à l'aspect intellectuel de notre rendez-vous. Alors, je vous épargnerai, rassurez-vous, la litanie des publications, bourses, colloques à mettre à l'actif de notre Institut d'études européennes au cours de l'année écoulée. On en est très fiers, mais peut-être que ça vous ennuierait un petit peu. Je me bornerai simplement à mentionner l'obtention par nos chercheuses et chercheurs de financement européen de premier plan, une très prestigieuse bourse ERC, 2 chaires Jean Monnet et l'octroi à notre institut du label Centre d'excellence Jean Monnet, avant peut-être l'obtention, au niveau de l'université cette fois, d'un financement de plusieurs mandats de recherche dans le cadre d'un projet collectif qu'on vient de déposer. Permettez-moi de dire juste un mot sur la thématique de ce projet et du Centre d'excellence Jean Monnet qu'il prolonge. L'objectif est d'étudier la capacité de l'Europe à donner voix aux sans-voix, c'est-à-dire à ces catégories de personnes, migrants, minorités sexuelles, générations futures, animaux, etc., dont les intérêts sont insuffisamment protégés au niveau politique national. C'est précisément cette plus-value de l'Europe dans la défense des sans-parts, plus-value supposée, ou en tout cas autoproclamée, dont notre oratrice de ce soir nous entretiendra, mais je n'en dis pas plus. Enfin, cette soirée sera placée sous le signe de la convivialité, avec le moment que vous attendez toutes et tous, la réception, qui nous donnera l'occasion de lever notre verre en l'honneur des récents diplômés et qui permettra à ces derniers de recevoir leur vrai diplôme. Attention, le papier que vous allez recevoir pendant la cérémonie qui se tiendra tout de suite n'est lui qu'un simple ersatz à destination de vos followers sur les réseaux sociaux. Mais la convivialité, c'est aussi l'esprit qui fédère notre institut et qu'il me soit permis de remercier ici publiquement mon prédécesseur, Denis Duet, qui a piloté avec enthousiasme et succès l'Institut d'études européennes pendant 10 ans et auquel j'ai aujourd'hui la lourde tâche de succéder, heureusement avec l'aide très précieuse de Sophie Jacot, notre nouvelle directrice. Merci très cher Denis pour le travail excellemment accompli. Et je profite également de l'occasion pour remercier Tom, Beata, Alain, Christine, Thérèse, Gaïa et tous les collègues qui font vivre nos masters et qui, plus largement, alimentent l'enseignement et la recherche sur l'Europe. L'Europe, ce projet si fou et si ambitieux, ce projet auquel, enfants gâtés de l'histoire, vous, futurs diplômés, nous, enseignants-chercheurs, nous devons ne jamais nous habituer, ce projet que nous ne devons jamais cesser d'investir, politiquement, mais aussi intellectuellement. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Tout comme mon collègue Antoine, je vous souhaite toutes et tous la bienvenue ce soir pour cette conférence de l'entrée académique et pour la cérémonie de remise de diplôme des 2 masters en études européennes qui sont actuellement encore co-organisés par l'école en études européennes de l'UC Louvain et l'Institut en études européennes de l'Université Saint-Louis-Bruxelles.
Comme l'école en études européennes de l'UC Louvain est une unité qui organise uniquement l'enseignement, et comme la recherche à l'UC Louvain est conduite dans des instituts de recherche et non dans des écoles, donc nous sommes organisés différemment qu'ici à Saint-Louis, je ne suis pas en position non plus de vous présenter les résultats et les accomplissements de recherche menés à l'UC Louvain. Mais je veux continuer sur un point qui a été mentionné par Antoine, c'est-à-dire la question principale qui est traitée au sein du Centre d'excellence Jean Monnet. Parce qu'avant que vous allez recevoir votre diplôme, nous aurons d'abord le plaisir et l'honneur d'écouter la conférence de Mme Nicole de Wandre, qui va partager avec vous ses réflexions sur, en effet, la capacité de l'Union européenne de donner une voix à ceux et celles qui ne disposent pas d'une voix politique dans le sens classique du terme. En effet, nous avons demandé à Mme de Wandre de réagir à l'idée qui sous-tend le projet de ce centre d'excellence Jean Monnet ici à Saint-Louis, c'est-à-dire la question de savoir si l'Union européenne, dans toute une série de domaines, est capable de donner une voix aux sans-voix, donc à savoir ceux et celles dont les intérêts sont souvent minorisés et qui ne trouvent pas toujours accès au processus politique classique. Et nous sommes très contents car Mme de Wandre a manifestement pris cette mission au sérieux puisque son exposé est intitulé « L'Union européenne ou la politique entre voix et cœur ». Nicole de Wandre est ingénieure et philosophe de formation et elle a fait carrière au sein de la Commission européenne, y occupant toute une série de postes et y travaillant sur un large éventail de sujets comme le marché intérieur, les femmes et la science, le développement durable ou encore l'analyse des politiques publiques. Et actuellement, elle travaille dans le cabinet de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, où elle est Policy Coordinator Foresight. Ça sera donc vraiment du cockpit politique de la Commission européenne et le cabinet de la présidente qu'elle nous parlera. Madame de Wandre, au nom de l'Institut d'études européennes de l'Université Saint-Louis-Bruxelles et au nom de l'École en études européennes de l'UC Louvain, nous sommes très heureux que vous avez accepté de donner cette conférence ce soir et nous nous réjouissons d'écouter votre conférence sur l'Union européenne ou la politique entre voix et cœur. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je n'ai pas écrit un texte parce que je voulais parler au présent, en fait, honorer le moment qui nous réunit et ne pas plonger dans un texte qui m'aurait déconnecté de vous. Donc, je vais essayer de partager avec vous en temps réel cette pensée qui m'anime. Donc, sur la métaphore de la voix. La métaphore de la voix, elle permet d'aller au-delà d'une approche mécanique du champ politique. On a un peu trop souvent parfois la tendance à croire qu'il suffit d'ajouter des stakeholders dans le process. Ça, depuis l'année 2000, on se rend compte que la démocratie représentative ne suffit pas, mais alors on s'est dit qu'il suffit d'ajouter les stakeholders. Et on croyait qu'en mettant les stakeholders autour d'une table, en les écoutant bien, allait sortir de là, comme par magie, peut-être la bonne politique, mais un peu comme, vous avez entendu que j'étais plutôt formée en ingénieur qu'en études européennes, donc ces métaphores mathématiques me parlent aussi. J'ai toujours vu ça comme si les voix des acteurs, quand ils sont perçus simplement comme des stakeholders, étaient comme un vecteur et qu'alors le jeu politique consistait à faire une somme vectorielle de tous ces stakeholders avec leur voix. Je pense qu'on ne doit pas en rester là, et le projet n'en reste pas là, mais donc c'est important de... Oui, pardon, je voulais citer aussi, parce que c'est amusant, ces trois femmes ont fait une carte blanche dans le vif à propos du plan Good Move à Bruxelles, vous avez sûrement entendu parler. Donc, mesdames de Batz, personne, c'est Bittebeer, et elles écrivent « La loi de celui qui crie le plus fort ne doit pas l'emporter ». Donc, ce que je trouve intéressant dans la métaphore de la voix, c'est effectivement d'aller au-delà de l'idée que c'est simplement l'expression de son intérêt. Donc, mais c'est quoi alors? Et la voix révèle, à mon avis, l'importance d'une distinction à laquelle on ne pense peut-être pas assez, c'est la distinction entre l'intériorité et l'extériorité. Parce que la voix qui émane de chacun d'entre nous quand on parle, ici c'est moi, au fond, pour vous, elle paraît comme quelque chose de, si possible, clair et sans ambiguïté qui sort de ma bouche, mais elle est
résultat d'une résonance dans le larynx, avec les cordes vocales. Et donc, au fond, la voix, dans l'intériorité, elle est issue de la résonance, et dans l'extériorité, elle est perçue comme une chose qui sort. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas comme si c'était un projectile qui passe de là et qui sort et qui vous arrive. Il y a vraiment, au moment, à ma bouche, quelque chose, un changement de nature entre donc comment elle est formée et comment elle est perçue. Et c'est important, cette distinction entre intériorité et extériorité au niveau politique, parce que l'Union européenne, c'est pour moi aussi, en même temps, son intériorité, c'est comment elle se manifeste par rapport à ses composantes, et son extériorité, c'est comment elle est perçue par ceux qui n'en font pas partie. Donc, l'Union européenne est un espace pour ses composantes, tandis qu'elle est une persona pour ses interlocuteurs. Et je trouve important d'avoir à l'esprit cette différence d'approche. Elles ne sont pas, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais les deux, on doit toujours les garder à l'esprit. Et le risque peut-être, c'est que quand on est dans l'intérieur, de voir l'Union européenne comme une persona qui s'adresse à ses composantes. Là, je pense qu'il y a un risque de circularité ou voilà, tous ceux qui font partie de l'Union européenne et qui sont acteurs de l'Union européenne doivent toujours voir l'Union européenne pour moi comme un système, comme un espace d'interaction et pas comme quelqu'un qui s'adresse à eux. Donc voilà, ça. Et en même temps, ceux qui parlent à l'Union européenne, évidemment, l'aperçoivent comme une persona que nous devons représenter. Donc cette distinction intériorité-extériorité, elle vaut aussi pour chacun d'entre nous. Et peut-être qu'à force de parler de transparence, on oublie cette importance de la distinction entre intériorité et extériorité qu'à chaque agent. Je ne pense pas qu'on puisse être un agent politique et ne pas avoir cette distinction intériorité-extériorité. Voilà, c'est pas contre la transparence. C'est très mécanique d'oublier que cette distinction est essentielle. Voilà. Donc, la mise en évidence de l'importance de cette distinction, ça c'est le premier avantage que je vois à mobiliser le concept de la voix en politique et qui débouche sur donc cette dualité de tout acteur, de tout agent qui est à la fois un espace pour ses composantes et une persona pour ceux avec qui il ou elle interagit. Et l'autre élément très important qu'on tend aussi à sous-estimer en général, je trouve, c'est l'importance de la réception. Quand on parle, on se rend compte que la façon dont on est entendu ou écouté compte énormément. C'est pas juste quand on parle, c'est pas comme un rapport de cause à effet. On ne sait jamais comment on est entendu et l'effet des paroles qu'on a sur l'autre. Donc, mettre en évidence la voix, c'est attirer l'attention sur le côté actif de la réception autant que de l'émission. On ne peut pas résumer une relation entre deux pôles sous l'un est actif, l'autre est passif. L'un est la cause, l'autre est l'effet. Celui qui parle, ça s'impose à celui qui écoute. Non. Une transmission via la parole implique une activité de celui qui s'exprime, mais une activité de celui qui écoute. Et on se rend bien compte de toutes les nuances entre être réduit au silence par quelqu'un ou ne pas avoir de voix, perdre sa voix, être aphone. Tout ça sont des choses très différentes. Et au fond, en politique, c'est un peu la même chose. On a toutes ces nuances qui se présentent dans les situations politiques. Donc, je trouve que la métaphore de la voix est très riche pour aller au-delà d'une vision des systèmes démocratiques qui soit mécanique. Et la deuxième partie de ma réflexion porte sur pourquoi les démocraties sont en crise et aussi le rapport de l'Union européenne avec la démocratie. Ça fait longtemps, je suis entrée à la Commission en 83, vous l'avez entendu, qu'on entend parler du déficit démocratique. Et ce qui m'a toujours frappé quand on parlait de ce déficit démocratique, c'est que les gens qui faisaient ce diagnostic à l'époque avaient en tête l'État-nation, comme benchmark, comme idéal type de c'est quoi une démocratie. Alors même qu'au sein des États, on commençait à voir les effets les questionnements des gens sur le fonctionnement de la démocratie représentative, sur l'opposition, sur la tension
entre majorité, opposition, le mécanisme du pouvoir législatif quand les parlementaires en majorité sont des presse-boutons, par exemple, ou le fait qu'il fallait aussi entendre d'autres stakeholders. Donc, c'était très étrange d'accuser l'Europe d'être en déficit démocratique parce qu'elle ne ressemblait pas aux États-nations, au moment même où les États-nations eux-mêmes s'interrogeaient sur leur propre système. L'Union européenne, justement, est une chance, j'ai toujours vu comme ça, parce que je pense qu'on peut la voir comme l'espace politique qu'on doit constamment inventer. Vous savez bien qu'il est caractérisé par son côté dynamique, par l'évolution des compétences. Et du coup, c'est intéressant de voir comment, en tant qu'espace politique, en plus et en lien avec les espaces nationaux, elle permet de faire évoluer la démocratie. Et je trouve qu'au départ, le projet européen est marqué par le fait de montrer que la politique, c'est affaire d'interdépendance plutôt que de souveraineté. Donc, ce n'est pas dans le mot marché commun, dans l'expression marché commun, ce qui me frappe, c'est le mot commun, plus que le mot marché. Parce qu'au niveau des pères fondateurs, c'était vraiment cette mise en relation et en interdépendance des économies de pays qui s'étaient fait la guerre, qu'en accentuant et en approfondissant cette interdépendance, on allait pouvoir ne plus faire la guerre. Cette question d'interdépendance, dans le milieu des années 80, a été quelque part oubliée, cette valorisation de l'interdépendance, et on est revenu à une dynamique de taille. On a essayé, au fond, de sauver la signification du projet européen en recréant un État-nation continental, une vision. C'est là que beaucoup pensaient qu'il fallait que ce soit fédéral, il fallait vraiment créer un acteur continental, et en insistant sur la taille plutôt que sur l'interdépendance. Moi, je reste persuadée que le fait de vivre l'interdépendance comme concept politique majeur est essentiel et l'est encore plus maintenant qu'avant. Je trouve assez beau le fait qu'au sein de l'Union européenne, des États-nations soient des États membres. Donc, cette richesse de l'interaction, malheureusement, les médias ne l'aperçoivent pas ou n'ont pas envie de la refléter. Et quand il y a des discussions entre États membres ou des disputes, c'est toujours présenté comme un affaiblissement, comme une division. Et cette espèce de façon de penser que ce n'est qu'en étant d'accord qu'on est fort. Et dès qu'il y a un désaccord, on perd pied et on serait inutile ou redondant. C'est trop simple. Donc, il y a vraiment une nécessité pour les médias, je trouve, et pour l'opinion publique, d'avoir une attente plus raisonnable par rapport à l'Union européenne. Donc, expérience grandeur nature et mise en évidence de l'interdépendance plutôt que la souveraineté. Je pense que c'est important, pour revenir au projet et à la voix, de chercher les résonances plutôt que le rapport de force. Parce que cette fascination qu'on a pour l'argent et la richesse et le pouvoir que ça donne est dans les deux sens. C'est en même temps une fascination et une admiration et en même temps une détestation. Je crois que la richesse ne mérite ni l'un ni l'autre, ni la fascination ni la détestation. Simplement, il faut voir que le pouvoir au sens politique, c'est plus une résonance d'une majorité de personnes plutôt que le pouvoir des très riches. Donc, pour chercher les résonances, c'est presque le dernier point, je trouve que, justement, entre l'Union européenne et le niveau national, donc ne pas chercher à opposer les deux. Par exemple, quand on dit au niveau européen, on va entendre les voix de ceux qui n'ont pas de voix au niveau national, j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas faire de l'Europe cette espèce de professeur autoritaire qui cherche à imposer aux États membres des choses que les États membres ne veulent pas ou dont les opinions publiques ne veulent pas, mais rester dans ce lien, penser ensemble qu'est-ce qui se passe dans l'espace public européen et qu'est-ce qui se passe dans l'espace public national. Ne pas faire de l'Europe cette espèce d'acteur en dernier ressort qu'il ne peut pas être, en fait. Même si je comprends l'intérêt de rappeler aux États membres les obligations qu'ils ont accepté de prendre, par exemple, quand ils ont adopté des directives et puis ils les ont transposées. Donc oui, rappeler ces engagements, mais toujours comme des engagements qu'ils ont pris à un moment donné, plutôt que dire « l'Europe vous impose quelque chose ». Donc, et alors faire valoir cette résonance, c'est aussi voir que le Conseil, les États membres se vivent comme des
personas autour d'une table et qui se parlent entre égaux, que la Commission parle au Conseil et au Parlement en égaux, c'est-à-dire le respect de ces rapports horizontaux où on se parle et on s'entend. C'est ça que j'appelle la vibration, plutôt que le rapport de force à se dire qui peut imposer quoi à qui. Le défi, c'est aussi non seulement de se positionner clairement, mais de voir comment on entretient un lien qui n'est pas un lien de dialogue de sourds ou de polarisation. Comment est-ce qu'on fait pour quand même travailler la situation pour qu'elle puisse évoluer dans le bon sens et pas systématiquement aller de mal en pis. Ça ne suffit à personne de ne pas être discriminé parce qu'on doit, pour savoir qui on est, prendre le risque de la relation. On n'a pas envie d'être discriminé, mais on ne pourrait pas vivre sans être reconnu comme qui on est. Et j'avoue, j'ai acheté le livre d'Honnête sur la lutte pour la reconnaissance et puis j'étais voir sa bibliographie et Arendt n'en fait pas partie. Or, moi, ce besoin de la reconnaissance qu'ont les agents politiques, je l'ai vraiment, en fait, compris en lisant Arendt, La condition de l'homme moderne, quand elle dit que la politique, c'est ce qui se passe entre agents qui sont pluraux, donc des agents, la pluralité. Elle montre le côté de l'interdépendance plutôt que de la souveraineté et que ces agents ont une identité à caractère révélatoire. C'est-à-dire que l'identité des agents politiques, que ce soit des personnes comme vous et moi, que ce soit des corps politiques, que ce soit donc les pays, les institutions, l'identité que nous avons, ce n'est pas une définition qui est assignée, c'est quelque chose qui se révèle à nous à la faveur des interactions. Et donc c'est ça qui rend, à mon avis, l'approche antidiscrimination, protection des victimes, elle fall short of, elle ne tient pas compte du besoin qu'on a d'être reconnu. Exactement pour les raisons et les caractéristiques de notre personnalité qui conduisent ou peuvent conduire à des discriminations. Donc ce côté inséparable de ce pour quoi on a besoin d'être reconnu et de ce qui donne lieu à discrimination. Je voudrais simplement terminer en disant que voilà, toutes ces années à la Commission m'ont permis vraiment de côtoyer Enfin, c'est une superbe expérience, donc vous avez perçu un aspect critique, je dirais réflexif, mais j'ai toujours trouvé que c'était une institution d'une richesse incroyable. Voilà, merci.